Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Luc Blanchet, donc notre collègue de l'IAP. Luc Blanchet est directeur de recherche au CNRS et donc à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il a fait de brillantes études en physique, l'École polytechnique de DEA, une thèse en physique. Puis il est parti travailler au California Institute of Technology aux États-Unis. Puis il a rejoint comme chercheur au CNRS le département d'astrophysique et de relativité et de cosmologie, le DARC, à l'Observatoire de Meudon. Il a eu un bref séjour où il a un petit peu quitté la recherche, où il a travaillé à la Société européenne de propulsion en tant qu'ingénieur. Et puis il a rejoint l'Institut d'astrophysique de Paris il y a une bonne quinzaine d'années, je pense, où il a rejoint le groupe Gravitation et Cosmologie. Donc Luc Blanchet est un spécialiste mondialement reconnu, notamment pour la théorie classique de la relativité générale. Donc cette théorie qu'il applique à de nombreux domaines, notamment le rayonnement gravitationnel des systèmes binaires d'objets compacts, l'interprétation théorique des tests expérimentaux du principe d'équivalence ou les formulations alternatives à la question de la matière noire en cosmologie. Luc Blanchet enseigne également la physique et notamment la relativité générale dans de nombreuses formations. Moi-même, je l'ai eu en tant que professeur pendant mon DEA et j'en ai un très bon souvenir. Je me souviens bien de la clarté, la précision des cours. Ses travaux lui ont valu de nombreux prix, notamment le prix Langevin de physique de l'Académie des sciences et puis récemment le Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics qui a été attribué à toutes les personnes qui ont contribué à la première détection directe des ondes gravitationnelles, dont probablement vous avez entendu parler, c'est probablement pour ça que vous êtes là. Donc un résultat extrêmement important qui a été annoncé le 11 février dernier, sauf erreur. C'est vraiment un résultat extrêmement important. Je pense que beaucoup de physiciens, de personnes qui s'intéressent à ça, se souviennent de ce jour-là, comment ils ont appris ce résultat et comment ils l'ont perçu. Et donc aujourd'hui, Luc va nous en parler, donc je t'en prie. Merci beaucoup Guillaume pour l'introduction. Donc ce soir, on va parler, comme tu l'as dit, de cette découverte très importante qui a été annoncée en février dernier, mais qui remonte à septembre 2015, de la détection directe du rayonnement gravitationnel par une expérience sur Terre et qui a été produite par la collision et la fusion de systèmes de deux trous noirs avec des masses allant jusqu'à des masses de plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil à des grandes distances en astronomie. Alors cette découverte est très importante, non pas parce qu'elle nous montre que le rayonnement gravitationnel existe, là il n'y avait plus de doute sur l'existence du rayonnement gravitationnel, parce qu'on avait déjà eu des évidences indirectes de l'existence du rayonnement gravitationnel en astronomie. Je vais vous parler du système binaire, le pulsar binaire, qui avait déjà été la première évidence quantitativement précise sur le rayonnement gravitationnel, mais il y avait eu d'autres systèmes avant, connus des astronomes, dans notre galaxie, pour lesquels il y avait une évidence indirecte que le rayonnement gravitationnel existe et joue un rôle dans la dynamique de ces systèmes. Donc en fait, cette découverte est importante parce qu'elle permet d'avoir un nouveau moyen d'accès à l'astronomie, une nouvelle fenêtre d'observation en astronomie qui va être très différente et en fait complémentaire de l'astronomie traditionnelle qui est basée sur l'observation du rayonnement électromagnétique, la lumière, à toutes les longueurs d'onde, comme vous le savez, des ondes radio aux infrarouges, aux visibles, à l'ultraviolet, aux rayons X, et puis aussi comme vous le savez sûrement, il y a aussi une astronomie de rayons électromagnétiques, de photons encore plus énergétiques qui sont sous forme de rayons gamma. Eh bien, l'astronomie des ondes gravitationnelles, ou l'astronomie gravitationnelle plus simplement qui s'ouvre, va permettre des observations qui sont souvent radicalement distinctes, différentes des observations de l'astronomie traditionnelle. Et la raison, c'est que le rayonnement gravitationnel a des propriétés spécifiques très différentes du rayonnement électromagnétique des photons. En particulier, eh bien, on va faire dans cet exposé une analogie bien connue, qui est que le rayonnement gravitationnel, en fait, est assez analogue, est assez similaire au rayonnement sonore. Donc on peut imaginer que cette astronomie gravitationnelle qui commence, eh bien, permettra d'écouter le ciel, d'écouter l'univers, toutes les sources qui se produisent dans l'univers, on les entendra, en plus de les voir grâce à l'astronomie traditionnelle.
Il y a aussi d'autres propriétés qui sont très très intéressantes, je vais en mentionner plusieurs pendant l'exposé, mais déjà, le rayonnement gravitationnel est un rayonnement qui interagit extrêmement peu avec la matière. Et donc ça, c'est très important pour cette astronomie, parce que ça va permettre d'observer des sources, ou d'écouter plus exactement, des sources qui sont à des grandes distances, sachant que le rayonnement traverse impunément des énormes quantités de matière. Et notamment, on s'attend à observer un jour du rayonnement gravitationnel qui sera produit dans les tout premiers instants de l'évolution de l'univers, en fait à des instants très très proches de celui du Big Bang, et notamment lors de phases qui sont à des fractions infimes de secondes après le Big Bang, produites par certains mécanismes, comme par exemple l'inflation, qui est une expansion accélérée de l'univers ayant lieu, et là je vais essayer de vous impressionner, ayant lieu à des temps de l'ordre de 10,35 secondes après le Big Bang. Voilà, donc l'astronomie gravitationnelle a un avenir probablement extrêmement brillant. Alors, on peut bien sûr faire remonter l'histoire du rayonnement gravitationnel à la relativité restreinte de 1905 de Einstein, Lorentz et Poincaré, qui avait montré qu'il fallait reformuler la physique en utilisant un nouveau groupe d'invariance, un nouveau groupe de relativité. Contrairement à ce qu'on pense souvent, la relativité ne vient pas d'Einstein, mais en fait de Galilée. Et la physique précédente du XIXe siècle, tout au moins la mécanique, était basée sur le groupe d'invariance de Galilée. Et Einstein, Lorentz et Poincaré ont montré qu'il fallait reformuler, changer ce groupe d'invariance en un nouveau groupe qui est le groupe de Lorentz-Poincaré, qui laisse invariantes les équations de l'électromagnétisme, les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme. C'était Lorentz qui avait montré que les équations de Maxwell de l'électromagnétisme sont invariantes par les transformations de Lorentz. Sa preuve que ces équations sont totalement invariantes par le groupe était en fait un petit peu incomplète et a été complétée par Poincaré, qui avait notamment introduit le fameux intervalle qui est invariant sous ces transformations de Lorentz et qui après deviendra la distance dans l'espace-temps lorsque la relativité restreinte aura été reformulée par Minkowski quelques années après sous la forme d'une théorie d'espace-temps. L'espace-temps plat, l'espace-temps de Minkowski. C'est Einstein qui a montré comment réécrire la mécanique de façon à ce qu'elle soit invariante par ce nouveau groupe de transformation qu'on appelle maintenant groupe de Lorentz-Poincaré. Et bien sûr, tous ces travaux théoriques étaient motivés par des expériences, et on savait notamment depuis 1851, par l'expérience de Fizeau, que le groupe de Galilée ne marche pas toujours. Dans l'expérience de Fizeau, on mesure la vitesse de la lumière par rapport à de l'eau qui circule, la lumière passe dans l'eau, et il y a un flot d'eau, et on mesure la lumière par rapport au courant d'eau, et Fizeau avait déjà montré à l'époque que les lois de transformation de Galilée ne marchent pas. En l'occurrence, la loi d'addition des vitesses de Galilée, simplement vitesse absolue égale vitesse d'entraînement plus vitesse relative, ne fonctionne pas pour la lumière. Et puis, c'est bien sûr les expériences fameuses de Michelson et Morley, qui sont des expériences d'interférométrie, qui avaient tenté de mesurer la vitesse de la Terre par rapport à un milieu qu'on appelait l'éther et qui était le milieu dans lequel se propagent les ondes électromagnétiques dans la théorie de Maxwell, sachant que la théorie de Maxwell n'est pas invariante par le groupe de Galilée. Il doit y avoir un référentiel privilégié dans lequel la lumière a la vitesse c que l'on connaît, et l'idée était de mesurer la vitesse de la Terre par rapport à cet éther. Et évidemment, comme vous le savez, le résultat de l'expérience était négatif, ce qui a montré qu'en fait on faisait face à une nouvelle relativité. Et puis immédiatement s'est posé le problème de la gravitation. La gravitation, les lois de Newton n'étaient pas invariantes par ce nouveau groupe d'invariance, et Poincaré, déjà en 1906, avait proposé une première théorie de la gravitation relativiste
il prenait simplement l'équation de Poisson de la théorie de Newton, et puis il remplaçait un laplacien par un d'alembertien, il utilisait une équation d'onde à la place, ce qui la rendait cohérente avec les transformations de Lorentz. Et il avait introduit déjà à cette époque le concept de onde gravifique, un concept d'onde gravitationnelle à un état, donc, dans une théorie un peu primitive de l'époque. Et puis c'est bien sûr Einstein qui s'est lancé après sur le problème de la gravitation pour la rendre compatible avec la relativité restreinte. Dans l'esprit d'Einstein, pour construire une théorie de la gravitation, le fait expérimental de base, disons le fait le plus important pour la force gravitationnelle, c'est ce qu'on appelle maintenant le principe d'équivalence d'Einstein, qui a des propriétés, qui a des conséquences importantes pour notre astronomie gravitationnelle et pour la construction de la gravitation, qui est en fait la traduction moderne de l'égalité bien connue de chute libre de tous les corps dans un champ de gravitation donné, indépendamment de la nature des corps et de leur structure interne. Ce qui se traduit par une égalité entre deux coefficients de masse qui traduisent les corps, la masse inertielle, qui n'est rien d'autre que l'énergie grâce à la fameuse formule E égale mc2 de Einstein 1905, qui est toujours égale pour tous les corps à la masse gravitationnelle, qui est l'analogue gravitationnel de la charge électrique. Ce fait expérimental, qu'on appelle quelquefois universalité de la chute libre des corps, a été complété par Einstein dans ces années-là, 1907-1910, en disant que si tous les corps, indépendamment de leur structure interne, tombent de la même façon, c'est-à-dire avec la même accélération dans un champ de gravitation, eh bien, on peut définir des systèmes de référence qui vont tomber en même temps que tous les corps. Et dans ces systèmes de référence, dans ces référentiels, eh bien, les propriétés du champ de gravitation disparaissent, on n'a plus de champ de gravitation, on est en état d'apesanteur, et Einstein dit que dans ces référentiels en chute libre, on doit retrouver la relativité restreinte. Et donc, on doit retrouver la métrique de Minkowski, la métrique plate de Minkowski. Eh bien, des arguments très généraux montrent qu'alors, eh bien, si on n'est pas dans ces référentiels-là, mais dans un référentiel global, qui n'est pas forcément en chute libre, eh bien, localement, tout au moins, eh bien, la gravitation doit être décrite de façon géométrique. La force gravitationnelle n'est pas une force comme les autres, mais est une propriété géométrique de l'espace-temps. Et donc on la décrit par un objet qu'on appelle la métrique et qui va se ramener à la métrique de Minkowski dans les référentiels en chute libre avec tous les corps. Et c'est ce principe d'équivalence sous la forme d'Einstein qui permet de construire une théorie de la gravitation cohérente avec la relativité restreinte. Alors, il y a eu énormément de travaux. C'est Marcel Grossmann, qui était un ami mathématicien de Einstein, qui a suggéré à Einstein que en fait, tous les outils mathématiques pour construire la relativité générale étaient connus depuis le XIXe siècle sous la forme de la géométrie riemannienne, qui avait été développée par plusieurs grands mathématiciens du XIXe siècle, Gauss, Riemann, Bianchi, Christoffel, Ricci et d'autres, et c'est Hilbert qui, quelques mois avant la publication de la relativité générale en novembre 1915, pendant l'été 1915, avait discuté avec Einstein, et Hilbert avait suggéré que pour construire une théorie de la gravitation, eh bien, il suffisait d'utiliser ce qu'on appelle la courbure riemannienne, le scalaire de courbure riemannienne, qu'on appelle R en l'honneur de Riemann, pour avoir un principe d'action, et quand on a une action, on a toute la théorie, toute la théorie va découler d'un principe d'action, qui permet de construire la gravitation. On appelle maintenant cette action l'action de Einstein-Hilbert. Et puis, à cette action, eh bien, on va rajouter le secteur de matière, c'est-à-dire que tous les champs non gravitationnels, eh bien, toute la physique non gravitationnelle va être couplée à notre métrique de l'espace-temps qui permet de reconstruire la courbure de l'espace-temps sous la forme de cette courbure scalaire qu'on appelle de Riemann ou de Ricci. Et puis, on a le principe d'équivalence. Tous les champs sont couplés de façon universelle à la métrique de l'espace-temps. Et de nos jours, eh bien, tout ce secteur-là, eh bien, on dirait que c'est en fait
tous les champs non gravitationnels, toutes les interactions non gravitationnelles, électromagnétiques, les champs d'interaction faibles, fortes, tous les champs quantiques en particulier. Et donc, en principe, on a une description, en principe, de tout le secteur, de toutes les interactions de la physique, au moins au niveau classique. Et puis, cette théorie qu'on a construite là, eh bien, a des magnifiques propriétés. Qui est des propriétés dont on a compris l'importance en fait bien des années après. Notamment, il y a une certaine invariance de jauge là-dedans dans cette théorie qui préfigure, dont l'importance n'a été comprise par les physiciens des particules que bien des années après. Et puis, c'est un système d'équations qu'on déduit de l'action qui forme un problème bien posé dans le sens d'Adamard, qui a été développé par les mathématiciens de l'école française. Et puis, en plus d'être une magnifique théorie parfaite, eh bien, cette théorie est parfaitement en accord avec les observations. Juste un transparent pour vous dire ma préférence sur le test de la théorie avec les observations de la planète Mercure, parce que ça va y représenter un mystère pendant près de 70 ans. Le mouvement de la planète Mercure, qui est donc la planète la plus proche du Soleil dans le système solaire, eh bien, était connu depuis les travaux de Leverrier. Une année après la découverte par Leverrier de la planète Neptune par les perturbations qu'elle induit sur Uranus, eh bien, Leverrier avait remarqué que concernant Mercure, eh bien, le demi-grand axe de la planète Mercure, donc c'est une ellipse keplérienne en première approximation, mais cette ellipse, le grand axe, tourne au cours du temps. C'est tout à fait normal parce que les perturbations dues aux autres planètes du système solaire induisent précisément une précession. Mais ce que Leverrier remarque, c'est qu'il y a un petit excès de précession par rapport à ce qui est observé. Pas grand-chose, de l'ordre de 40 secondes d'arc par siècle. Donc vraiment une toute petite précession, mais qui était déjà mesurable par les astronomes à cette époque. Et donc ça a été un mystère pendant longtemps, jusqu'à ce que Einstein, en 1915, alors qu'il n'avait pas encore la théorie complète, eh bien, détermine que quand on rajoute des corrections relativistes au mouvement keplérien d'une planète, eh bien, ces corrections relativistes, à la première approximation relativiste, donc ça va être quelque chose en 1 sur c au carré, c est la vitesse de la lumière, donc une petite correction au mouvement newtonien, eh bien, ça implique une précession supplémentaire par rapport à tout ce que la théorie de Newton prédit. Donc il faut la rajouter, et cette précession supplémentaire est exactement égale à 43 secondes d'arc par siècle, ce qui est un succès magnifique pour la théorie qui vient de naître. Alors de nos jours, eh bien, on utilise non seulement la relativité générale, bien que ce soit la théorie qui soit complètement vérifiée, c'est la seule théorie en fait qui est complètement vérifiée par tous les tests connus actuellement, hein, mais on aime de nos jours utiliser plein de théories alternatives de la gravitation, d'autres théories dans lesquelles on rajoute d'autres champs à l'action d'Einstein-Hilbert par exemple, et on paramétrise les prédictions de toutes ces théories alternatives dans le système solaire en utilisant des paramètres qu'on appelle post-newtoniens. Donc en champ faible, si vous voulez, une théorie donnée, qui ne sera pas forcément la relativité générale, va prévoir une certaine précession qui va dépendre des valeurs de ces paramètres. Et puis par définition, on va dire que ces paramètres, on va les prendre égaux à 1 dans le cas de la relativité générale. Et à ce moment-là, le but des astronomes eh bien, va être de vérifier, de mesurer ces paramètres, bêta et gamma, et puis il y en a d'autres aussi plus compliqués que je ne vais pas mentionner, et puis de les mesurer, et puis de vérifier, d'essayer de vérifier quelle est la bonne théorie de la gravitation. Et ces paramètres sont maintenant mesurés à moins que 10-4, 10-5 par des tas de mesures dans le système solaire, très précises, et les valeurs sont en parfait accord avec la relativité générale, donc à 10-4 près ou 10-5 près en fonction des cas. Et le rayonnement gravitationnel sous la forme que nous connaissons et que nous allons utiliser pour les détections récentes date de 1916, donc il y a exactement 100 ans, avec l'article d'Einstein de 1916, dans lequel il montre que si on considère des approximations, c'est-à-dire on ne va pas chercher à résoudre des équations d'Einstein exactes parce qu'elles sont très très compliquées, mais on va faire des approximations, on va linéariser,
On va prendre l'objet fondamental dans la théorie, qui est la métrique, et puis on va dire, on va supposer que le champ de gravitation est faible, ça veut dire que la métrique va être très peu différente de la métrique de Minkowski, de la relativité restreinte. Et puis on va rajouter une petite perturbation à cette métrique. Alors là, c'est en fait, en principe, la métrique de Minkowski, et vous savez que la métrique de Minkowski a ce qu'on appelle une signature moins 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ce n'est pas tout à fait une métrique euclidienne. La composante temporelle, c'est moins 1 au lieu de plus 1. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. C'est la structure du groupe, des transformations de Lorentz qui dicte cette structure. Du temps d'Einstein, en fait, Einstein, lui, il préférait revenir à une métrique euclidienne, avec une signature 1, 1, 1, 1, 1, que des 1, même pour la composante 0, en utilisant un temps imaginaire. Donc c'est pour ça que vous avez là un delta qui est la métrique de Kronecker, euclidienne, qui est juste la métrique unité. De nos jours, on n'aime pas faire ça, on aime bien laisser apparaître le temps réel. On n'aime pas passer en temps imaginaire, et donc on utilise réellement la signature minkowskienne de la métrique qui est là. Et Einstein, dans son article, montre que la perturbation qui est là va obéir. Donc elle obéit les équations d'Einstein qui vont être linéarisées. On travaille au premier ordre dans cette approximation. Et à cet ordre-là, eh bien, la métrique obéit à des équations d'ondes. On voit apparaître l'opérateur des ondes, l'opérateur d'Alembertien, qui avait été introduit par d'Alembert dans son traité de la dynamique de 1743, je crois. Et donc, on a, Einstein conclut à l'existence d'ondes gravitationnelles qui vont se propager à la vitesse de la lumière. Alors en fait, dans cet article, Einstein fait pas mal d'erreurs. Là, en fait, quand on fait le calcul proprement, eh bien, cette perturbation qui est là, c'est la perturbation de la métrique. Il faut utiliser des variables auxiliaires, et puis ce sont uniquement ces variables auxiliaires qui satisfont les bonnes équations des ondes dans une certaine jauge. Einstein fait des confusions complètes entre ça et la métrique, la variable auxiliaire, et on lui fait remarquer que cet article, il y a plein d'erreurs. Et donc, il va refaire un autre article en 1918 où il corrige toutes ces erreurs. Et en plus, il calcule le flux d'ondes gravitationnelles qui va être émis par un système de matière à la première approximation, qu'on appelle maintenant l'approximation du quadrupôle. Et la formule qu'il obtient, c'est ce qu'on appelle la formule du quadrupôle d'Einstein. Ça donne l'énergie totale émise par un système de matière, ou plutôt le flux, c'est-à-dire la puissance, l'énergie par unité de temps, par un système de matière sous la forme d'ondes gravitationnelles. Et il montre qu'elle dépend des variations du moment quadrupolaire du système. Et là encore, eh bien, il fait une petite erreur de calcul. Le coefficient qu'il obtient devant est faux d'un facteur 2 ou d'un facteur 1,5. Et cette formule du quadrupôle va jouer un rôle très important dans cet exposé, et je voudrais vous montrer un petit peu comment on formule cette formule du quadrupôle de façon moderne. Donc j'ai mis quelques formules, vous verrez dans l'exposé, il y a quelques formules qui sont encadrées comme ça. On n'est pas forcé de regarder tous les détails dans ces formules, mais ça peut vous donner une idée de ce qu'on utilise exactement dans le domaine. Donc de nos jours, en fait, on distingue plusieurs formules du quadrupôle. Il y a la formule du quadrupôle pour le champ lui-même, c'est-à-dire le petit h, qui est la perturbation par rapport à la métrique de Minkowski. C'est vraiment l'onde gravitationnelle, et c'est un nombre sans dimension. Ça a une valeur, c'est un nombre, 10 moins quelque chose, sans dimension, et ça dépend des variations du moment quadrupolaire de la source, hein, et puis ça va décroître comme 1 sur la distance de la source. Plus vous êtes loin, plus ça va être tout petit. Et puis la formule d'Einstein, proprement dite, c'est celle pour le flux d'ondes gravitationnelles, le flux d'énergie d'ondes gravitationnelles. Et puis vous avez une formule qui est un petit peu plus difficile à obtenir, qui est une formule pour ce qu'on appelle la réaction de rayonnement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand vous avez votre système de matière, donc il oscille, il émet des ondes gravitationnelles, et bien sûr, les ondes vont emporter de l'énergie du système, du moment cinétique et d'autres quantités. Et donc il y aura une modification de l'état de vibration de votre source. Et ça se traduit par l'apparition d'une petite force dans les équations du mouvement de votre système de matière, qui est toute petite, vous voyez, un 1 sur C5 qui est là. Dans le jargon, on appelle ça un ordre post-newtonien, 2,5 post-newtonien, V sur C puissance 5. Le jargon a été introduit par Chandrasekhar, qui, avec ses collaborateurs, a été l'un des premiers à établir
ce type de formule qui est valable pour un système de matière quelconque qui émet du rayonnement gravitationnel. Mais le calcul n'est pas facile parce qu'en fait, évidemment, c'est un calcul qui est dans le système de matière, mais ça dépend du champ d'onde très loin du système, puisque on doit, par exemple, on doit imposer qu'il n'y a pas d'autres systèmes à l'extérieur qui vont perturber la dynamique de notre système que l'on regarde. Et donc le calcul n'est pas évident. Et Burke et Thorne, pratiquement en même temps, ont trouvé cette expression qui est valable dans un système de coordonnées particulier, très simple pour cette réaction de rayonnement. Donc pour retenir, eh bien, à l'ordre le plus bas, vous avez une petite modification de la dynamique de votre système qui traduit le fait que votre système émet du rayonnement gravitationnel. Alors, bien sûr, là, comme je le disais tout à l'heure, la première évidence, disons, quantitativement très précise du rayonnement gravitationnel, ça a été le pulsar binaire, le PSR 1913+16, qui a été découvert par Hulse et Taylor. Donc c'est un pulsar, une étoile à neutrons qui émet des pulses radiaux le long de son axe magnétique et puis qui diffère de l'axe de spin de l'étoile à neutrons. Et donc on observe les pulses radiaux émis par le pulsar. Et immédiatement, par analyse des temps d'arrivée des pulses radiaux sur Terre, eh bien, Hulse et Taylor ont déduit que ce pulsar, en fait, par effet Doppler simplement, est en orbite autour d'une autre étoile à neutrons. Et ce système a permis, après plusieurs années d'observation, de montrer que la période orbitale du système, du pulsar binaire autour de son compagnon, qui est une autre étoile à neutrons, eh bien, qui est à peu près de l'ordre de 8h40, eh bien, décroît très légèrement au cours du temps. C'est-à-dire que P point, dP sur dt, si vous voulez, est un tout petit nombre qui vaut à peu près 10-12, moins 10-12, qui est un nombre sans dimension, donc extrêmement petit. C'est un des nombres les plus précis que l'on a obtenu en astronomie. Et ceci est à comparer avec la prédiction théorique de la relativité générale, si le système émet du rayonnement gravitationnel, mais en fait plus précisément de la formule du quadrupôle d'Einstein, que je vous montrais. Cette formule du quadrupôle nous permet d'obtenir une formule un peu compliquée, que j'ai marquée donc encadrée là pour mettre l'accent sur ce type de formule, et qui nous permet d'avoir la prédiction théorique complète. Cette formule dépend des paramètres keplériens de l'orbite, l'excentricité et la période, et aussi des masses. Et on mesure les masses précisément par les effets relativistes qui s'appliquent sur l'orbite. Alors, on a l'orbite du pulsar binaire va précesser exactement comme Mercure, sauf que la précession va être beaucoup plus importante, de l'ordre de 4 degrés, non pas par siècle, mais par an, à comparer aux 43 secondes d'arc par siècle pour Mercure. Et puis on a aussi d'autres effets. Et la combinaison de ces effets, on peut les tracer dans ce qu'on appelle le plan des masses, la masse du pulsar binaire et la masse de son compagnon. Et si la théorie est correcte, si tout est cohérent, eh bien, ces effets qui dépendent des masses eh bien, doivent se croiser en un seul et même point qui nous permet de mesurer les masses. Et puis, donc, il faut 2 de ces effets pour mesurer les 2 masses. Et après, eh bien, un troisième effet, comme le P point dû au rayonnement gravitationnel, eh bien, se déduit. Il faut qu'il croise évidemment aussi au même point les autres effets. Et on a les masses et on a vérifié à ce moment-là, on a fait le test de cohérence et on a prouvé en l'occurrence l'effet gravitationnel et l'accord de la formule du quadrupôle d'Einstein. Alors, encore une autre formule un peu compliquée, mais juste pour vous dire que historiquement, eh bien, ces effets relativistes, au-delà du mouvement d'une orbite keplérienne dans la théorie de Newton, eh bien, se traduisent par des effets relativistes qui vont corriger les lois de Newton pour le mouvement de n particules, de n planètes par exemple, pour prendre en compte des corrections relativistes 1 sur c carré, v sur c au carré, si vous voulez, premier ordre relativiste, 1pn. Et ces corrections relativistes avaient en fait été obtenues par Lorentz et Dros dans les premiers temps de la relativité générale, en 1917. Mais ils avaient écrit leur article en hollandais, et donc il est passé complètement inaperçu, jusqu'à ce qu'il y ait une traduction en anglais en 1937, juste une année avant que Einstein
Infeld et Hoffman reproduisent exactement leurs résultats par des calculs beaucoup plus compliqués. Et maintenant, on a tendance à appliquer ces équations, les équations d'Einstein, Infeld, Hoffman, mais je rajouterai toujours les auteurs Lorentz et Drost en premier, qui avaient bien avant obtenu ce résultat. Alors maintenant, si on va à des ordres relativistes plus élevés, on a vu qu'il y a une petite correction qui implique l'émission du rayonnement gravitationnel par le système. Alors, le rayonnement gravitationnel, qu'est-ce que ça va être? On a vu avec le premier article d'Einstein 1916 que ça va être une petite... ce sont des ondes qui se propagent lorsque l'on perturbe la métrique de Minkowski, donc ce sont des ondes de déformation de la métrique de l'espace-temps. Il va y avoir une courbure de l'espace-temps qui va se propager et ça se propage à la vitesse de la lumière. Les ondes gravitationnelles sont émises par la dynamique de la source. Dans le cas d'un système binaire, c'est le mouvement orbital de la source qui crée les ondes gravitationnelles. Et plus généralement, ça va être le déplacement cohérent de grandes masses de matière à des vitesses relativistes, en principe proches de celles de la lumière. C'est ça qui produit le rayonnement gravitationnel. Et en conséquence, comme c'est un mouvement cohérent de la source qui crée le rayonnement gravitationnel, en fait, donc la longueur d'onde gravitationnelle qui est de l'onde émise est en fait très grande typiquement par rapport à la taille de la source. Dans le cas du pulsar binaire, la taille de la source c'est 1 million de kilomètres à peu près. C'est à peu près le lobe du Soleil, ça tiendrait dans le lobe du Soleil. Hein, et la longueur d'onde gravitationnelle, c'est à peu près 50 unités astronomiques, donc on se retrouve bien au-delà du système solaire pour une seule longueur d'onde gravitationnelle émise par le pulsar binaire. Et c'est pour ça que les ondes gravitationnelles sont assez analogues aux ondes sonores, hein, alors que les ondes lumineuses, typiquement, ont une longueur d'onde très petite par rapport à la taille de la source. Donc c'est, comme je le disais, propriété très importante pour l'astronomie gravitationnelle. Alors, les ondes engendrées par le pulsar binaire ou par un système binaire, eh bien, si on applique notre formule du quadrupôle, il va y avoir l'amplitude de l'onde va décroître comme 1 sur la distance de la source, il va y avoir une dépendance dans les masses, et puis l'onde va dépendre de la phase orbitale de notre système binaire, c'est-à-dire l'angle que fait le système binaire, la direction entre les deux masses, et une direction fixe dans le plan orbital. Pour le rayonnement gravitationnel, ce qui va être crucial, c'est d'obtenir l'évolution de cette phase au cours du temps par rayonnement gravitationnel. Et ça sera l'effet de réaction de rayonnement gravitationnel, c'est-à-dire cette phase, le système binaire ne va pas être simplement un système binaire avec une orbite qui est une période qui reste constante dans le temps. La période, comme on l'a vu pour le pulsar binaire, décroît, P point est négatif. Hein. Et ça se traduit par une évolution de la phase orbitale qui est non linéaire. Et pour le rayonnement gravitationnel, c'est le point crucial de connaître la façon dont la phase va dépendre du temps. Ce n'est pas un oméga t tout simple, s'il n'y avait pas de rayonnement, mais ça va être une fonction très compliquée du temps qu'il faut calculer pour les détecteurs. Et puis d'un autre côté, encore un point très important pour l'astronomie gravitationnelle, la distance de la source, dans le cas des systèmes binaires, se mesure avec le rayonnement gravitationnel lui-même. Vous voyez que là, eh bien, on va avoir l'amplitude qu'on mesure, hein, et puis aussi, on va mesurer l'évolution de la phase orbitale au cours du temps. Eh bien, vous pouvez montrer qu'il y a assez d'observables pour en déduire à la fois les valeurs des masses, ou tout au moins une combinaison particulière des masses qu'on appelle la masse Chirp, qui apparaît dans la formule du quadrupôle, et d'autre part, la distance de la binaire. Donc en fait, les systèmes binaires, eh bien, ils ont le rayonnement qu'on va observer d'eux permet de mesurer directement la distance du système. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est un peu analogue aux chandelles standards de l'astronomie. Ce sont donc des sources. Donc quand on mesure la luminosité de ces sources, on en déduit la distance parce que la luminosité apparente, on connaît la luminosité intrinsèque est constante pour ces sources. Donc la luminosité apparente nous permet de déduire la distance. Ici, c'est un peu la même chose et on les appelle non pas des chandelles standards, mais des sirènes standards, puisque par analogie aux ondes sonores, ces sirènes standards permettent de mesurer la distance directement.
Alors, on a vu là qu'il y a en fait deux modes de polarisation pour l'onde gravitationnelle. Ces deux modes de polarisation, qui en fait sont liés à l'invariance de jauge de la relativité générale, qui en fait permet de réinterpréter le rayonnement gravitationnel comme un champ de particules qu'on appelle les gravitons, qui vont avoir une hélicité 2 et qui sont sans masse, et l'hélicité 2, le spin 2, se traduit par l'existence de deux modes de polarisation pour le rayonnement gravitationnel. Pour visualiser ces modes, eh bien, on imagine que l'on a des particules qui sont en chute libre dans le champ de gravitation, d'accord ? Et puis on a une onde gravitationnelle qui se propage et qui va déformer nos particules. Comme on a le principe d'équivalence, en fait, on ne peut pas observer le mouvement, la vibration d'une seule particule toute seule au passage d'un rayonnement gravitationnel. Il faut observer le mouvement relatif de particules situées à certaines distances l'une de l'autre pour détecter le rayonnement gravitationnel. Eh bien, cet anneau de particules, là, au passage du rayonnement gravitationnel, va être déformé en une ellipse, et cette ellipse eh bien, va pulser selon deux directions orthogonales pour un mode, et puis pour le deuxième mode, selon les deux directions en diagonale de ces deux directions orthogonales. Ou alors, eh bien, on peut définir deux modes de polarisation indépendants, qui sont des polarisations circulaires, tournant à gauche et tournant à droite, excusez-moi. Et ces polarisations circulaires, de nouveau, ces deux polarisations circulaires forment une base pour n'importe quelle onde gravitationnelle qui va se décomposer toujours comme une certaine combinaison linéaire de ces deux modes, soit les polarisations plus et croix dans la notation standard, plus et croix qui sont là, soit les deux modes de polarisation circulaires. Ça, c'est la prédiction de la relativité générale. Ça correspond à un champ de spin 2, le graviton qui a spin 2, un pur spin 2, et il n'y a pas d'autre champ. Mais dans des théories alternatives, vous allez pouvoir avoir d'autres champs, et dans une théorie alternative, la plus générale possible, en accord en fait avec l'invariance de Lorentz, vous pouvez montrer on s'attend à avoir plus de 2 modes de polarisation, et au maximum 6 modes de polarisation. Pour une théorie alternative générale, vous allez avoir les 2 modes de polarisation associés au champ de spin 2, la relativité générale, les H+ et H croix de tout à l'heure. Et puis vous pouvez aussi avoir un mode scalaire, si vous rajoutez un champ scalaire à votre théorie. Là, le mode, eh bien, au lieu de vibrer comme ça perpendiculairement à la direction de propagation, donc là vous avez l'onde qui se dirige vers vous, et là vous allez avoir un mode qui renfle et qui se rétrécit perpendiculairement, transversalement à la direction de propagation de la source. Et puis vous pouvez aussi avoir d'autres modes. Il y a un mode vectoriel qui se déforme le long de l'axe de propagation de l'onde, donc dans cette direction-là, la direction Z. Et puis on a un mode aussi qu'on appelle le mode longitudinal. Eh bien, en testant ces modes-là, eh bien, on va avoir des tests de la relativité générale par les ondes gravitationnelles. On pourrait mesurer l'existence d'un champ scalaire par le mode scalaire qui est là. Mais aussi, par exemple, on peut tester une théorie vectorielle, et comme j'ai parlé du graviton tout à l'heure, eh bien, il y a maintenant un ensemble de théories modernes pour la gravitation dans lequel le graviton n'est pas sans masse mais a une masse. Donc on sait maintenant construire, il y a une théorie moderne pour la gravitation massive. Eh bien, dans ces théories-là, eh bien, il n'y a pas 2 modes de polarisation, mais il y en a 5. Et le mode qu'on appelle longitudinal, en fait, n'existe pas dans ces théories, et les théoriciens de ce domaine disent que c'est un mode qui n'existe pas, qui est annulé, et s'il existait, en fait, ça détruirait la théorie. C'est ce qu'on appelle un fantôme. Donc, tester les modes de polarisation avec les ondes gravitationnelles vont permettre d'avoir des informations sur les théories alternatives de la gravitation. Alors, maintenant, quelques mots sur la détection des ondes gravitationnelles. Alors, historiquement, c'est Weber qui a été le pionnier dans ce domaine-là, en introduisant
ce qu'on appelle maintenant les barres de Weber, qui sont des cylindres métalliques que Weber a proposés pour... ce sont des cylindres qui vont vibrer au passage d'une onde gravitationnelle, et l'idée, c'est de mesurer les vibrations de ces cylindres et d'en déduire le rayonnement gravitationnel. Bien entendu, dans l'idée de Weber, il faut que les vibrations soient amplifiées par le passage de l'onde gravitationnelle, ce qui fait qu'on travaille, en fait, on va observer le rayonnement gravitationnel à une fréquence qui est proche d'un mode de vibration caractéristique de ces cylindres. Donc il y a des fréquences de caractéristiques de ces cylindres qui sont typiquement de l'ordre du kilohertz, et cette expérience permettrait de découvrir le rayonnement gravitationnel à ces fréquences-là. Malheureusement, c'est des expériences extrêmement difficiles qui ont été améliorées jusque dans les années 2000, notamment en refroidissant à des températures très très basses les cylindres, de façon à avoir une meilleure sensibilité. Et ces expériences n'ont pas réussi à détecter le rayonnement gravitationnel, n'avaient pas une sensibilité assez bonne pour le rayonnement gravitationnel, et ces expériences ont en fait été surpassées par des expériences basées sur l'interférométrie laser. Des énormes interféromètres de type Michelson, comme ceux de Michelson-Morley, mais avec des bras très grands, de plusieurs kilomètres de long, et en plus avec des cavités résonantes dans chacun des bras, qu'on appelle aussi cavités de Fabry-Perot, du nom de deux physiciens du XIXe siècle qui les ont introduites en physique. Donc on a un laser, généralement un laser à YAG dans les expériences actuelles, qui va, donc avec peut-être une dizaine de watts, ou quelques dizaines de watts d'entrée, et puis ce laser envoie son faisceau sur une séparatrice qui va couper les deux faisceaux le long des deux bras, et puis les deux faisceaux dans chacun des bras vont rentrer dans ces cavités résonantes où la puissance électromagnétique lumineuse va s'accumuler dans les bras jusqu'à des dizaines de kilowatts, et puis à la sortie de l'instrument, on va mesurer la figure de frange d'interférence éventuellement due au passage d'une onde gravitationnelle. Et quand on regarde de nouveau les modes de polarisation des ondes gravitationnelles, eh bien, on voit bien qu'il va y avoir un mouvement relatif de la distance dans les deux bras de l'interféromètre que l'on va mesurer donc, par interférométrie laser dans ces expériences. Pardon. Alors maintenant, on a des expériences construites au sol. Il y a les détecteurs américains de la collaboration LIGO. Il y a le détecteur Virgo en Italie, franco-italien, et puis il y a un plus petit détecteur en Allemagne. Et ces détecteurs vont détecter au sol le rayonnement gravitationnel à des longueurs d'onde, à des fréquences qui sont supérieures à 10 Hz. Ces détecteurs sont limités par le bruit sismique terrestre. On a maintenant un réseau de détecteurs d'ondes gravitationnelles qui est en construction, donc de nouveau les deux détecteurs américains, le détecteur franco-italien en Italie, le détecteur Géo qui est plus petit, donc qui a une sensibilité moins bonne, les autres c'est 3 km ou 4 km, et puis on va avoir un détecteur dans l'avenir construit au Japon, et puis aussi peut-être un détecteur en Inde. Quel est l'intérêt d'avoir un réseau de détecteurs? Tous ces détecteurs forment une grande collaboration, ils échangent toutes leurs données, ils analysent toutes leurs données. C'est évidemment la bonne chose à faire, étant donné la petitesse du rayonnement gravitationnel. L'intérêt d'avoir plusieurs détecteurs est évidemment qu'on peut faire des coïncidences et donc réduire les taux de fausses alarmes dans les détecteurs. Évidemment, on va rechercher uniquement des signaux coïncidents dans tous ces détecteurs. Mais il y a aussi, et peut-être surtout, un intérêt pour l'astronomie gravitationnelle ça va permettre de localiser de façon précise la direction d'arrivée des signaux gravitationnels, c'est-à-dire localiser les sources. Prenons l'exemple d'une binaire d'étoiles à neutrons, située à grande distance, mettons 160 mégaparsecs pour ce cas-là. Eh bien, si vous avez les deux détecteurs américains à Hanford et Livingstone, plus le détecteur Virgo, eh bien, vous allez localiser la direction de la source dans le ciel relativement bien. Et là, vous voyez, ce sont les ellipses de 90% de confiance que l'on a,
que la source soit localisée dans cette région. Donc c'est quelques degrés dans les meilleurs cas, et puis quelques dizaines de degrés dans les cas les pires. Et en fait, il y a en fait des régions qui sont inaccessibles. C'est simplement à cause de la forme particulière des lobes de sensibilité des détecteurs dans le ciel. Mais vous voyez que si on rajoute un autre détecteur, en l'occurrence le détecteur en Inde, alors j'ai choisi celui-là parce qu'il est effectivement très bien placé pour être complémentaire des 3 autres détecteurs, eh bien ça réduit fortement ces ellipses et on détecte pratiquement la direction de la source avec une précision de l'ordre du degré dans tout le ciel, vous voyez, grâce à ce réseau de détecteurs. Et évidemment, on va encore améliorer si on rajoute le détecteur japonais, etc. Alors, typiquement, dans ces expériences, eh bien, on va avoir une courbe de sensibilité en fonction de la fréquence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir observer tout ce qui est au-dessus de cette courbe, et cette courbe de sensibilité est donnée par tous les bruits, toutes les perturbations qu'il y a dans l'expérience, et il y en a pour être très sommaire, disons, il y a en fait 3 types de bruits qui limitent la sensibilité de ces détecteurs. Il y a d'une part le bruit de photons à haute fréquence, et puis à basse fréquence, comme je le disais, il y a le bruit sismique terrestre qui limite la sensibilité de ces détecteurs à une fréquence de l'ordre de 10 ou 30 Hz. Et puis dans les fréquences intermédiaires, vous avez le bruit thermique. Les miroirs dans l'interféromètre sont en fait à température ambiante, donc il y a un bruit thermique qui limite la sensibilité des détecteurs à fréquence intermédiaire. Et puis, bientôt, j'espère, dans une quinzaine d'années probablement, eh bien, on aura des détecteurs dans l'espace qui, eux, ne seront pas limités par le bruit sismique terrestre et donc pourront observer à des fréquences beaucoup plus basses, de l'ordre de 10-4 Hz à 10-1 Hz ou 10-2 Hz. Ce sont de nouveau des interféromètres géants, mais encore plus grands, avec des bras qui vont faire peut-être entre 1 et 5 millions de kilomètres dans les divers projets qui sont présentés, et notamment ce détecteur qu'on appelle ELISA, qui est un projet de l'Agence spatiale européenne qui a été sélectionné pour les grandes missions de l'Agence spatiale européenne pour un lancement peut-être en 2030 ou peut-être prévu en 2034, mais qui sera peut-être avancé en 2030, peut-être. Alors, ces détecteurs vont observer à basse fréquence, ce qui veut dire pour le rayonnement gravitationnel qu'ils vont observer des sources de beaucoup plus grande masse. La fréquence du rayonnement gravitationnel est directement associée à la masse. Pour les observations des détecteurs à haute fréquence, c'est-à-dire les détecteurs terrestres, donc là de nouveau, là en fonction de la fréquence, donc ça c'est l'amplitude gravitationnelle. En fonction de la fréquence, vous avez les courbes de sensibilité des détecteurs au sol. Donc là, on reconnaît Virgo, Virgo avancé, LIGO, GEO, etc. Et ça correspond typiquement à des masses qui sont des masses stellaires, soit des étoiles à neutrons, soit des trous noirs stellaires, jusqu'à des masses de l'ordre de 5 à 10, voire 20 ou 50 masses solaires. Et puis, à plus basse fréquence, eh bien, pour les détecteurs dans l'espace, donc de nouveau, il va y avoir une courbe de sensibilité de ce type-là, eh bien, on va typiquement avoir des masses beaucoup plus importantes de l'ordre de 10 puissance 6 ou 10 puissance 7 masses solaires. Et ces détecteurs vont être sensibles donc, à des binaires de trous noirs supermassifs, on va mentionner ça juste après, et puis aussi ce qu'on appelle des MRI, je vais le mentionner aussi. Et puis, ces détecteurs dans l'espace vont aussi être sensibles à des milliers de systèmes binaires dans notre galaxie qui sont loin de la fusion, qui sont dans une phase qu'on appelle de spiralement avant la fusion, et qui vont former un fond non résolu de toutes ces binaires, un fond de confusion non résolu de toutes ces binaires dans ces fréquences-là. Et puis d'un autre côté, les détecteurs au sol eh bien, seraient sensibles à une supernova si elle explosait dans notre galaxie, donc proche dans notre galaxie, et ça c'est quelque chose de très intéressant pour la génération actuelle de détecteurs, c'est que la prochaine supernova, si on a la chance qu'elle explose bientôt, eh bien, devrait être
détectés par les détecteurs actuels au sol. Et puis aussi, il y a une sensibilité sur les émissions d'ondes gravitationnelles produites par des pulsars, la rotation de pulsars, et qui émet des ondes périodiques que les détecteurs actuellement recherchent activement. Et puis, à très très basse fréquence, il y a aussi d'autres moyens de détecter le rayonnement gravitationnel grâce à des pulsars millisecondes dans notre galaxie, et on observe les pulses de ces pulsars millisecondes et la modification éventuelle de l'amplitude de ces pulses et du redshift de ces pulses liés au passage éventuel d'une onde gravitationnelle. Et ces détecteurs-là, cette façon de détecter, qui est en grand progrès actuellement, va tenter de mesurer aussi le spiralement et la coalescence de systèmes binaires de trous noirs supermassifs. Mais pour l'instant, ils n'ont encore rien détecté, et donc il n'y a que des limites supérieures à l'existence de ces systèmes. Donc, on a dit, pour les détecteurs au sol, on a là le spiralement et la fusion d'étoiles à neutrons. On attend beaucoup ces détections parce que on va pouvoir faire beaucoup de physique très intéressante, notamment concernant la structure interne des étoiles à neutrons, la physique, l'équation d'état de la matière dense dans les étoiles à neutrons. Et on a reproduit par des simulations numériques tous les détails de la fusion, de la collision et de la fusion de deux étoiles à neutrons. Et il y a des phénomènes physiques extrêmement intéressants qui se passent. Notamment, il y a la formation, dans un premier stade, d'une étoile à neutrons très massive qui, au bout d'un certain temps, se refroidit et puis finalement va finir par coalescer, par se contracter pour former un trou noir. Et les détails de ces processus vont être mesurés avec les ondes gravitationnelles et donc vont permettre de déduire plein d'informations sur l'équation d'état de la matière nucléaire à l'intérieur des étoiles à neutrons. Mais ça, c'est des choses qui nous attendent dans le futur parce qu'on n'a pas encore détecté d'étoiles à neutrons par les ondes gravitationnelles. On va avoir des trous noirs de taille stellaire, jusqu'à peut-être 50 masses solaires pour les détecteurs au sol, et puis, comme je le disais, pour les détecteurs dans l'espace, eh bien, des trous noirs supermassifs. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite parce que je vois que le temps passe. J'ai encore combien de temps ? Enfin, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Alors, pour les détecteurs dans l'espace, on a des binaires supermassives qui vont être analysés par les détecteurs. Et l'intérêt de ces détecteurs, c'est que dans l'espace, c'est qu'on va observer la coalescence de ces binaires n'importe où dans l'univers, à des très très grands redshifts. Ici, on montre pour un système binaire de deux trous noirs supermassifs avec des masses de 10 puissance 6 ou 10 puissance 7 masses solaires, eh bien que ces détecteurs vont permettre de mesurer à des redshifts très grands, peut-être jusqu'à 10 ou 15. Et on accède là à des âges extrêmement lointains de l'évolution de l'univers, ce qu'on appelle les âges sombres de la cosmologie, donc pour vous montrer la puissance de ces détecteurs dans l'espace. Et puis, je le mentionnais aussi, on va aussi avoir des trous noirs stellaires qui vont être en orbite autour de trous noirs supermassifs et qui vont engendrer des ondes gravitationnelles. Et ces systèmes sont en fait très intéressants pour faire des tests de la relativité générale. On va vérifier les propriétés du trou noir central, vérifier que c'est vraiment un trou noir prédit par la relativité générale. On va vérifier les théorèmes sur les trous noirs qui disent que le trou noir est nécessairement un trou noir de Kerr, dit de Kerr, qui est décrit uniquement par sa masse et son spin. Et donc tout ça, ça pourra être vérifié par le rayonnement gravitationnel. Et puis, le nombre de systèmes que l'on attend pour les détecteurs au sol, eh bien, d'une part, on a les binaires d'étoiles à neutrons, et le nombre de ces binaires d'étoiles à neutrons eh bien, est estimé à partir des pulsars des pulsars binaires que l'on a dans notre galaxie, comme le pulsar PSR 1913, plus 16 de Hulse et Taylor, et sachant que l'on a quelques pulsars
binaires dans notre galaxie, eh bien, on en déduit une estimation du nombre de coalescences d'étoiles à neutrons pour les détecteurs actuels, la version actuelle des détecteurs, qui sont les détecteurs avancés. Et là, vous voyez, on s'attend à avoir entre 2 et 200 événements par an de coalescence d'étoiles à neutrons pour les détecteurs avancés, disons, quand ils atteindront la phase avancée, la sensibilité avancée, probablement vers 2018. Ils en sont pour l'instant pas très loin, mais pas encore tout à fait. Et puis, les systèmes de trous noirs, binaires de trous noirs, eh bien, jusqu'à la détection récente, eh bien, on n'avait pas vraiment d'idée du nombre de ces trous noirs binaires auxquels il fallait s'attendre pour les détections. La seule chose que les gens faisaient, c'est qu'on faisait des scénarios d'évolution de systèmes binaires d'étoiles qui vont se former, donc le temps va vers le bas. À partir de systèmes binaires d'étoiles normales qui évoluent, eh bien, on va d'abord avoir une première explosion d'une supernova qui va former un premier trou noir. Et puis après, en fonction des valeurs des masses des deux étoiles, et puis après, la deuxième étoile va passer par une phase évoluée. On s'attend à ce qu'il y ait une phase dans laquelle il y a une enveloppe commune qui va entourer notre système de deux trous noirs, et finalement, les deux trous noirs vont évoluer par rayonnement gravitationnel et finir par fusionner et produire du rayonnement gravitationnel. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ça nous dit qu'il faut un mécanisme qui permet de rapprocher les deux trous noirs très près l'un de l'autre avant qu'ils puissent évoluer par rayonnement gravitationnel sur des temps qui ne soient pas trop longs, disons, dans un temps de Hubble. Et les observations qu'on a maintenant montrent que, en fait, cette phase où il y a une enveloppe commune qui aide beaucoup par friction dynamique à rapprocher les deux trous noirs l'un de l'autre, a probablement lieu dans les mécanismes de formation des trous noirs qui sont observés par rayonnement gravitationnel actuellement. Et puis, avant les détections, en fait, les gens avaient peu d'idées du nombre de systèmes de trous noirs que l'on devait attendre, et en fonction de différents paramètres, on avait des estimations très différentes du nombre de ces trous noirs. Il s'avère que ces trous noirs, et notamment la masse des trous noirs, dépend de quelques paramètres cruciaux dans ces modèles d'évolution. Et un des paramètres cruciaux est ce qu'on appelle la métallicité. Quand vous avez une étoile qui va exploser en supernova et former un trou noir par effondrement gravitationnel, la masse du trou noir dépend de la métallicité de l'étoile. Donc pour faire simple, en fait, on appelle métal tous les éléments qui sont plus lourds que l'hélium dans l'étoile. Et s'il y a une métallicité trop importante, très importante, ça va, les couches externes de l'étoile vont être opaques au rayonnement, qui sont issus du cœur de l'étoile au moment de la supernova, et donc la radiation va éjecter beaucoup de matière, toutes les couches externes, et cette matière va donc échapper à l'effondrement gravitationnel, et les trous noirs seront produits avec des masses relativement faibles. Et jusqu'à l'événement de septembre, on n'avait pas d'idée, on n'avait pas imaginé, les gens n'avaient pas imaginé qu'il puisse y avoir des trous noirs binaires avec des masses aussi importantes. Donc, juste maintenant, il y a énormément de travaux qui sont effectués, de comprendre, avec ces mécanismes d'évolution dont j'ai parlé, comprendre comment des trous noirs binaires de cette masse ont-ils pu se former. Alors, en septembre dernier, le 14 septembre dernier, les détecteurs de la collaboration LIGO, les deux détecteurs américains LIGO, ont observé un signal gravitationnel caractéristique. On les observe d'abord, ils ont été observés d'abord dans ce qu'on appelle un diagramme temps-fréquence, où on analyse le signal dans la fréquence du signal, la façon dont elle évolue au cours du temps, et les détecteurs ont vu ces montées en fréquence caractéristique d'un signal gravitationnel. Pourquoi ? Une montée en fréquence montre qu'en fait, il y a une perte d'énergie par rayonnement gravitationnel. La montée en fréquence implique qu'il y a une diminution de la taille de la source et donc émission d'énergie sous forme d'onde gravitationnelle. Donc cette forme-là, en forme de cou de girafe, si vous voulez, était exactement la forme attendue pour ces détecteurs. Et puis, le signal brut observé
est donné par là, avec où on voit la forme caractéristique de l'onde. En unité, j'ai dit que c'était sans dimension, donc c'est en fait, là, c'est en unité de 10-21. 10-21. Extrêmement fine perturbation de la longueur relative des bras de l'interféromètre, qui a exactement la forme du signal attendu, parce que, donc voilà les deux signaux qui ont été observés dans les deux détecteurs LIGO, et superposés à ces signaux observés, qui sont ceux-là en fait, eh bien, on fait un ajustement des données par le signal le plus probable, d'une part en bleu avec une forme d'onde qu'on appelle une forme d'ondelette, c'est en fait une somme d'ondelettes, donc c'est ce qui permet d'avoir le signal le plus probable grâce à une série d'ondelettes, mais ça n'a pas de signification physique, ça ne vient pas d'un modèle physique, et puis d'autre part, le modèle physique, qui est en fait la prédiction de la relativité générale pour la connaissance de deux trous noirs, qui s'ajuste aussi parfaitement aux données. Alors, les deux détecteurs ont vu les deux signaux avec un petit décalage en temps de 7 millisecondes. Comme ils sont distants de 3000 km, ça fait 10 millisecondes lumière entre les deux détecteurs, donc c'est totalement consistant, et ça permet d'avoir une indication sur la direction du signal, qui se trouve être localisé dans une région du ciel de l'ordre de 400 degrés carrés. Et puis d'un autre côté, je vous ai dit qu'on mesure la distance qui se trouve dans ce cas être égale à 400 mégaparsecs. Et puis, par un ajustement un petit peu plus fin des données, avec un modèle théorique, je vais mentionner ça dans une minute, eh bien, on mesure les masses des trous noirs, qui se trouvent être énormes, très grandes par rapport à ce qu'on s'attendait, 35 et 29 masses solaires, ce qui interpelle les scénarios d'évolution de ces systèmes binaires et la formation de ces trous noirs aussi massifs, comment ont-ils pu se former, et notamment il nous faut des étoiles progénitrices qui soient avec une faible métallicité certainement pour former ces trous noirs binaires dans les scénarios d'évolution que je mentionnais tout à l'heure. Et puis d'un autre côté, on mesure aussi la masse du trou noir qui est formé, qui est égale à 62 masses solaires. Et puis on mesure aussi son spin. Le trou noir qui est formé par la coalescence va tourner rapidement sur lui-même, il aura un spin qui est évidemment lié à la dynamique de la collision avant la coalescence, le moment cinétique orbital de la coalescence qui se transforme en rotation du trou noir, en spin du trou noir. Et en unité relativiste, c'est un spin relativement important de l'ordre de 0,65. Donc, on a, pour l'événement de septembre dernier, eh bien, on a initialement deux trous noirs qui sont de masse 35 et 29 masses solaires, qui sont initialement à une distance d'environ 1000 km, et puis qui vont faire une dizaine de rotations orbitales, pratiquement à la vitesse de la lumière. En fait, ils atteignent 0,6 fois la vitesse de la lumière dans les dernières orbites, avant de fusionner finalement pour donner naissance à un nouveau trou noir, dans ce cas-là de masse 62 masses solaires, avec un spin important. Et le système émet une onde gravitationnelle au moment de la fusion qui est, je le rappelle encore une fois, avec une longueur d'onde très longue, qui est de l'ordre de 2000 km. Alors reprenons notre bonne formule du quadrupôle d'Einstein 1916. Eh bien, de façon très intéressante, cette formule marche bien. Alors qu'on est dans un régime très relativiste, avec des masses très importantes, régime de champ gravitationnel fort, a priori, on pourrait s'attendre à ce que les approximations de la formule du quadrupôle soient en fait assez mauvaises, mais non, ça marche bien. Avec la formule du quadrupôle, on a accès à une certaine combinaison des masses qu'on appelle la masse chirp, la masse de gazouillement gravitationnel, qui fait référence au son de l'onde gravitationnelle, qui est un petit peu comme le gazouillement d'un oiseau. Et avec cette masse, eh bien, on prédit qu'il y a une certaine fréquence et puis une certaine évolution de la fréquence. Eh bien, on peut mesurer donc directement cette masse à partir du signal observé et on trouve que cette masse chirp vaut 30 masses solaires, ce qui donne une idée de la masse totale qui est de l'ordre de 60 à 70 masses solaires, ce qui est exactement ça. Et puis après, vous mesurez aussi avec votre signal la distance, 400 mégaparsecs, et puis l'amplitude du signal gravitationnel, 10-21,
tout marche bien. Tout a l'air de bien marcher en première approximation, mais c'est quand même étonnant que cette formule marche bien. La distance 400 mégaparsecs, ça fait 1,3 milliard d'années-lumière, ça peut sembler beaucoup, mais en fait c'est une distance très proche d'un point de vue cosmologique. Le redshift gravitationnel, c'est 0,1 à ceci. Donc c'est quand même relativement proche par rapport à la cosmologie. Et puis le trou noir final, c'est 62 masses solaires. Les deux trous noirs initiaux, c'est 35 et 29 masses solaires. Le compte n'y est pas, il y a 3 masses solaires qui manquent, et ces 3 masses solaires ont été émises sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc il y a une énergie considérable qui a été émise en un temps extrêmement court, de l'ordre d'une fraction de seconde. Il y a 10 puissance, qui correspond à 10 puissance 49 watts qui ont été émis par rayonnement gravitationnel, ce qui est absolument gigantesque, mais d'un point de vue relativiste, c'est relativement faible par rapport à la puissance maximale à laquelle on peut s'attendre pour l'émission du rayonnement gravitationnel, qui est donnée par une combinaison unique entre C et G, C5 sur G. Donc on pourrait imaginer, on a un facteur 10-3, on pourrait imaginer, et peut-être que l'astronomie gravitationnelle future nous révélera certaines surprises, on pourrait imaginer des sources qui soient encore plus puissantes que les systèmes binaires pour le rayonnement, qui pourraient atteindre peut-être ces ordres maximum. Et puis là, c'est quelques raisonnements pour vous dire que cette énergie gravitationnelle qui est émise, en fait, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient de l'énergie de liaison de notre système, l'énergie de liaison gravitationnelle de notre système initial des deux trous noirs. Et puis, plus récemment, eh bien, la collaboration LIGO a annoncé les résultats pour 4 mois d'observation, et il y a eu 3 systèmes qui ont été observés. Le système de septembre, un système en octobre qui est beaucoup plus faible, et il n'a pas été confirmé que c'est vraiment un événement gravitationnel, donc il est appelé plus modestement LVT, LIGO Virgo Trigger. Et puis de nouveau, le 26 décembre, il y a eu un autre événement observé, à peu près à la même distance que le premier, 400 mégaparsecs, mais avec des masses plus faibles. Donc un signal plus faible, mais néanmoins confirmé comme étant un signal gravitationnel. Et ça nous donne une estimation du nombre de ces systèmes binaires, du taux de ces coalescences de systèmes binaires de trous noirs, et on arrive à des valeurs entre 1 et 100 événements par an et par gigaparsec cube, sachant les observations qui ont été faites, sachant qu'il n'y en a que 3 observations qui ont été faites, que 3 détections qui ont été faites, et ça nous donne une valeur pour l'énergie gravitationnelle sous forme qui est émise par tous ces systèmes de trous noirs en coalescence, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 9 en unité cosmologique. Les gens des pulsars millisecondes aiment cette unité parce qu'on ramène l'énergie gravitationnelle à l'énergie critique, la densité critique en cosmologie. C'est un 10 puissance moins 9 que certainement personne n'aurait attendu avant ces détections pour les binaires de trous noirs d'origine stellaire. Et ça a des implications très importantes, non seulement pour les détecteurs au sol, donc là je reprends la courbe de sensibilité des détecteurs au sol à des fréquences élevées, donc Virgo, LIGO qui sont là, avance Virgo et LIGO avancés, et puis à des fréquences plus basses, eh bien, on a les détecteurs projetés dans l'espace. Eh bien, il se trouve que l'événement de septembre, qui est représenté là en noir, c'est le trait noir, aurait été vu par les détecteurs dans l'espace 10 ans auparavant. C'est-à-dire que maintenant, eh bien, on a pratiquement prouvé que les détecteurs dans l'espace, quand ils voleront, eh bien, vont voir en fait des centaines ou des milliers de systèmes binaires de trous noirs d'origine stellaire, avec des masses peut-être jusqu'à 50 masses solaires, d'accord ? Et que parmi ceux-là, eh bien, il y en a un certain nombre, des centaines, parmi des milliers, qui vont spiraler, donc la fréquence diminue au cours du temps, la fréquence augmente au cours du temps, là elle semble diminuer, c'est parce qu'on divise par des racines de Hertz. La fréquence évolue au cours du temps, et puis finalement, au bout de quelques années, eh bien, on va les voir au sol. Donc les détecteurs dans l'espace vont nous permettre de dire, eh bien voilà, dans 10 ans, le 25 décembre à 14h30, eh bien vous verrez la coalescence de 2 trous noirs de telle et telle masse. Et puis, donc ça permettra de préparer tous les
tous les détecteurs pour observer, et puis il prédira la direction. Et donc, par exemple, on essaiera de regarder si on n'observe pas d'autres signaux électromagnétiques, comme par exemple des sursauts gamma ou d'autres choses, en même temps, et on sera prêt pour voir ces événements au sol. Et puis en plus, eh bien, les détecteurs dans l'espace verront un fond de bruit, de confusion de ces détecteurs, de toutes ces binaires de trous noirs stellaires qui seront donc des binaires non résolus, au contraire de celles-là qui pourront être résolus, des milliers de systèmes qui pourront être résolus individuellement. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Et je voudrais, alors s'il me reste encore quelques minutes, mais je ne veux 2 minutes, je voudrais passer à quelques aspects plus théoriques pour les prédictions des ondes gravitationnelles pour ces systèmes-là. Alors donc, d'un point de vue théorique, ce qu'il faut faire, c'est résoudre le problème à 2 corps en relativité générale. On a donc simplement 2 corps de masse M1 et M2, mais si on a des trous noirs, eh bien les trous noirs, ils sont décrits non seulement par leur masse, mais aussi par leur spin, et on n'a pas d'autres paramètres. Donc on va aussi avoir des spins qui vont modifier et compliquer beaucoup la dynamique, et notamment, avec la présence de ces spins des trous noirs, on va avoir des effets de précession des spins eux-mêmes autour du moment cinétique total de la binaire, et puis des précessions du plan orbital qu'il faut calculer et ajuster aux données. Et ça, ce n'est pas une mince affaire pour les gens qui font l'analyse des données. Et puis, on a plusieurs méthodes d'approximation pour calculer ces systèmes-là, qu'il est bon de représenter dans un plan où on va mettre la distance entre les 2 objets versus le rapport de masse entre les 2 objets. Et puis, on a différentes approximations possibles. Il y a l'approximation post-newtonienne, qui joue un rôle important dans ces calculs-là. On a des approximations dites de perturbation, je ne vais peut-être pas rentrer en détail là-dedans. Et puis, on va avoir, lorsque les masses sont comparables et qu'on est dans une zone de champ fort, les 2 trous noirs sont proches de fusionner, eh bien, on a des calculs de relativité numérique. Et puis, on a aussi d'autres méthodes qui sont des méthodes effectives qui permettent d'interpoler entre ces différentes méthodes, disons, plus fondamentales, et qui sont notamment très utiles dans les codes d'analyse du signal, parce qu'ils permettent d'avoir des formules analytiques qui permettent de passer du post-newtonien au résultat de calcul numérique pour la fusion des 2 trous noirs. Et donc ces méthodes sont très utilisées pour l'analyse et la détection et l'analyse des signaux gravitationnels. C'est des méthodes effectives qu'on appelle effective one-body. Et puis, la forme du signal attendu, eh bien, vous avez déjà vu la forme qu'elle prend. On a une longue phase spiralante, et puis à un moment, quand les 2 trous noirs arrivent très proches de l'autre, on va avoir la fusion, et puis ensuite une phase de relaxation du trou noir qui vient de se former, où il va émettre encore des ondes gravitationnelles pour se stabiliser, se relaxer vers un trou noir de Kerr. Et puis les méthodes d'approximation dont j'ai parlé vont être valables dans ces différentes phases, notamment le post-newtonien initial et la relativité numérique dans la phase finale, et puis ces phases vont se raccorder entre elles. En fait, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il faut des méthodes. On utilise dans l'analyse du signal ces méthodes effectives, notamment parce que la relativité numérique met des mois et des mois pour faire le calcul de quelques orbites. Or, alors voilà, la relativité numérique en 2005 a réussi à calculer la phase finale de la coalescence de 2 trous noirs. Ça a été un grand succès. Donc c'est exactement cette phase qui est représentée en bleu, ce signal qui est en bleu. On ne connaissait pas avant cette partie-là du signal. On ne connaissait que la partie initiale, post-newtonienne. Et puis, comme je l'ai dit, la chose cruciale pour détecter ces binaires, sauf dans le cas extrême où on a des signaux extrêmement forts, eh bien, c'est le nombre de cycles qu'on va observer dans la bande des détecteurs. Alors jusqu'à présent, les 3 signaux gravitationnels qui ont été observés, l'événement de septembre, celui d'octobre moins sûr et l'événement de Noël, décembre 2015, eh bien, observent entre une dizaine et une vingtaine, une cinquantaine de cycles orbitaux. Et donc, on a très bon accès à la phase spiralante, à la phase de relaxation finale aussi, et il y a des tests de la relativité générale qui sont possibles dans cette phase-là. Et puis, on a, dans le meilleur des cas, une cinquantaine de cycles orbitaux pour tester la phase initiale spiralante. Lorsqu'on aura des étoiles à neutrons, eh bien, on aura
dans la bande de fréquence des détecteurs, un grand nombre de cycles, 20 000 cycles, qui devront être utilisés pour extraire ces signaux du bruit des détecteurs. Donc on a toute une... on anticipe qu'il va falloir suivre l'évolution de la phase orbitale et le nombre de cycles très précisément, et on le fait avec la théorie post-newtonienne. Donc dans les années 90, eh bien, il y a eu un papier du groupe de Caltech qui a montré que dans le cas des binaires spiralantes d'étoiles à neutrons pour les détecteurs LIGO, Virgo, eh bien, pour détecter, et bien sûr pour analyser, mais en fait déjà pour détecter, il faut développer le signal gravitationnel à des ordres très élevés, au-delà de la formule du quadrupôle, qui a donné des si bons résultats dans le cas du pulsar binaire. Et notamment l'approximation 3PN ou 4PN, au-delà de la formule du quadrupôle, va être nécessaire, ou tout au moins sera testé pour là. Et finalement, enfin, je voudrais mentionner donc, le résultat de ces calculs-là, par encore une fois une grosse formule que j'ai mis encore en encadré, qui vous montre le flux d'ondes gravitationnelles. C'est lui qui régit l'évolution de la phase orbitale de la binaire, qui est le paramètre crucial à suivre pendant la détection et l'analyse, développé jusqu'à des ordres post-newtoniens élevés, ce qui... Pardon. Au-delà de la formule du quadrupôle, et à ce moment-là, il y a énormément de termes d'effets non linéaires prévus par la relativité générale qui sont, disons, encodés dans ces coefficients, dans ces paramètres coefficients post-newtoniens. Et notamment les effets qu'on appelle en français de sillage d'ondes gravitationnelles, qui sont des effets non linéaires dans la propagation du rayonnement gravitationnel, à partir de sa source jusqu'au détecteur. Ce sont des effets qui... font que le rayonnement gravitationnel se déplace sur un espace-temps courbe, et il y a des effets de rediffusion qui se traduisent par des effets post-newtoniens dans toutes ces formes d'ondes qui sont calculées par la théorie post-newtonienne analytiquement. Et puis, on a des effets encore plus compliqués, etc. Et donc, ça correspond en fait à des développements qui peuvent être vus comme des développements en diagramme de Feynman en théorie des champs. Et puis, la collaboration LIGO-Virgo a récemment donc, mesure, avec de l'événement notamment de décembre, il y a une cinquantaine de cycles orbitaux, eh bien, les paramètres post-newtoniens sont mesurés déjà avec une certaine précision qui est relativement bonne jusqu'à des ordres élevés. Et notamment, il y a un des paramètres qui est mesuré avec une assez bonne précision et qui est précisément la preuve expérimentale, disons que ces effets non linéaires prévus par la relativité générale se trouvent exactement comme il faut dans le signal observé. Et puis, juste pour terminer, je voudrais mentionner, comme j'ai parlé beaucoup de théories alternatives et de théories de gravitons, il y a une possibilité qui a été faite avec le signal gravitationnel des binaires de mesurer la masse du graviton. Enfin, pas de mesurer la masse du graviton, d'avoir une limite supérieure sur la masse du graviton. Si le graviton a une masse, eh bien, la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles varie au cours du spiralement jusqu'à à partir de la phase initiale où la vitesse de propagation va augmenter au cours du temps, puisque la fréquence du signal gravitationnel augmente au cours du temps et que l'énergie des ondes gravitationnelles va être directement liée à la fréquence orbitale de la binaire, eh bien, il y a la possibilité de tester la masse du graviton, éventuellement. Et on trouve, la collaboration LIGO-Virgo a obtenu une valeur supérieure de la masse du graviton qui est de l'ordre de 10-22 électronvolts, qui est relativement bonne. Et je vais m'arrêter là. Merci. Eh ben, merci beaucoup Luc pour cet exposé. Donc, il est un petit peu débordé en temps, donc on va essayer de faire assez rapide pour les questions et les commentaires. Y a-t-il des questions, des commentaires dans l'assistance? Je vous en prie. Merci pour cet exposé. Vous avez cité des théories alternatives, et en particulier celle à champ scalaire, donc avec un spin 2 et un spin 0. Oui, oui. C'est la phase de fusion qui permettrait de distinguer entre
théorie de la relativité générale et cette théorie scalaire, et en particulier qui permettrait d'ajuster la constante de gravitation universelle. Est-ce que vous avez je sais qu'on fait des gabarits sur ce sujet qui pourraient permettre d'avoir une meilleure précision sur la constante de gravitation. Alors, dans le cas des théories tenseurs scalaires, malheureusement, pour les événements observés, on ne peut pas faire de test de ces théories tenseurs scalaires. En fait, pour les systèmes de trous noirs, de deux trous noirs, eh bien, la prédiction théorique pour des systèmes de trous noirs en théorie tenseur scalaire, où vous avez donc rajouté un champ de spin 0, comme vous dites, au champ de spin 2 de la relativité générale, eh bien, est la même que la relativité générale. Donc, on ne peut pas tester ces théories-là. On pourra les tester quand on a des systèmes très dissymétriques, où vous aurez par exemple un trou noir avec une étoile à neutrons, où à ce moment-là, la phase de spiralement et la phase de fusion vont permettre de tester ces théories-là. Et le test, ça consistera à rechercher en fait, donc il y a évidemment le mode de polarisation supplémentaire, le mode scalaire, mais vous avez aussi, on recherchera une émission de rayonnement qui n'est non pas seulement quadrupolaire, mais aussi dipolaire. Ces théories-là prédisent une forme de rayonnement dipolaire qui est zéro si les deux objets sont les mêmes, si les deux objets sont des trous noirs, mais qui sera observable si l'un des objets est un trou noir et l'autre une étoile à neutrons. À ce moment-là, vous aurez ce rayonnement dipolaire qui va être testé par ces connaissances. Une autre question? Oui. Qu'est-ce que vous appelez exactement le post-newtonienne? C'est un petit peu de relativité qu'on fout dedans ou quoi? Oui, vous prenez la relativité générale contient la théorie de Newton. Quand vous avez des corps qui se déplacent lentement par rapport à la vitesse de la lumière, eh bien, toutes les prédictions de la relativité générale se ramènent pratiquement aux prédictions de la théorie de Newton. Donc, dans une certaine limite, dans cette limite où la vitesse de la lumière est très grande par rapport aux vitesses des corps, vous retrouvez la théorie de Newton. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, la vitesse des corps, ça va être une fraction petite, mais qu'il faut prendre en compte par rapport à la vitesse de la lumière. Donc, ça va corriger un petit peu la prédiction newtonienne. Ça sera du post-newtonien. Et puis, vous pouvez rajouter plein de corrections à ça. Et les corrections seront d'autant plus importantes que les vitesses sont proches de la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on appelle la théorie post-newtonienne. Une autre question? Plus de questions? Moi, je vois. S'il y en a une? Ah, il y en a une. Vous avez dit que quand il y aura ELISA en orbite, pardon? Vous avez dit quand il y aura le système ELISA en orbite en 2030, est-ce qu'à ce moment-là, on sera, je dirais pas proche, voir ou entendre le début du Big Bang ou quelque chose comme ça? Alors, les détecteurs comme ELISA ne vont pas permettre probablement de tester d'observer des ondes gravitationnelles qui sont émises lors du Big Bang. Notamment les ondes gravitationnelles qui seraient émises lors de l'inflation, j'en parlais un petit peu dans l'introduction, eh bien, ne seront probablement pas détectables par les détecteurs dans l'espace. Par contre, il y a des spéculations sur d'autres types de rayonnements gravitationnels qui sont produits en cosmologie, notamment s'il y a des transitions de phase dans l'univers primordial, qui se passent bien après l'inflation, mais quand même dans des époques primordiales, notamment à une échelle d'énergie qui est comparable à la transition qu'on appelle électrofaible, des énergies de l'ordre de 100 ou 200 GeV, eh bien, l'ISA pourrait être sensible à certaines transitions de phase qui se passent à cette époque-là. Mais ça reste spéculatif. Alors, y a-t-il une dernière question dans la salle? Oui. J'ai vu que vous avez eu le Breakthrough Science Prize, un truc comme ça. 3 millions de dollars? Oui, mais à partager Oui, mais il y a la collaboration LIGO-Virgo, c'est 1000 personnes. Et puis, il y a aussi les fondateurs de la collaboration LIGO qui sont à part et c'est-à-dire Kip Thorne, Ron Driver et Rainer Weiss qui se taillent la part du lion
de ça. La collaboration LIGO-Virgo, les articles publiés sur la détection, c'est 1000 physiciens expérimentateurs, enfin essentiellement expérimentateurs. Il y a aussi beaucoup d'analystes du signal, beaucoup de numériciens qui font des calculs numériques. Donc c'est cet ordre de grandeur, 1000 personnes, et puis c'est comparable aux articles de mesure de détection du boson de Higgs au CERN, au LHC, où c'est des collaborations de 1000 à 1500 physiciens. C'était une grosse collaboration, un gros travail d'équipe. Voilà, on peut dire que l'IAP est très heureux d'avoir d'entre ses murs l'un des personnes qui ont reçu ce prix et de t'avoir écouté pour cette conférence ce soir, Luc. Donc merci beaucoup et puis merci d'être venu. Merci.